Nous allons faire, nous allons parler de nos projets. Donc, nous allons passer une très belle après-midi ensemble. Donc, maintenant, je vais partager ici mon écran. D'accord. J'espère que tout le monde peut voir ici. Donc, nous allons débuter ici avec une présentation sur le travail que je travaille, dont je suis très fier, à propos des recherches et des commotions cérébrales au sein d'Olympiques spéciaux du Canada. Voilà ici un travail préliminaire. C'est un travail en cours, mais la clé ici, c'est vraiment de mettre l'emphase sur le fait qu'il y a des communautés dans le monde du sport qui ont été ignorées dans cet espace. Et nous, en tant que groupe, en tant qu'une collective, une société, nous devons être capables d'éduquer tous et chacun au sein de nos communautés. Voilà ici un grand exemple, s'il n'y a rien d'autre. Alors, j'espère que cela vous intéressera pour être capable d'approfondir vos recherches dans le domaine que vous vous trouvez. Donc, la première chose que nous avons fait, c'est de vouloir explorer les connaissances, des attitudes et des pratiques prévues en matière de gestion des commotions cérébrales d'Olympiques spéciaux au Canada. Et la raison pour cela, et je crois que vous êtes tous au courant, mais c'est que tous les athlètes courent le risque d'avoir une commotion cérébrale. Mais il y a très peu de recherches qui sont faites sur les athlètes qui ont des défis intellectuels. Il est très difficile de renseigner les membres au sein de la communauté. Donc, on va vous dire quels sont les objectifs et la voie à suivre pour aller de l'avant. Donc, notre premier objectif de la recherche était simple, explorer les connaissances, les attitudes et les pratiques prévues des entraîneurs et des soignants d'athlètes olympiques spéciaux au Canada. Qu'en est-il? Quelles sont leurs attitudes? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelles sont les pratiques? Et ensuite, notre deuxième objectif, nous voulions examiner quelles ressources éducatives sur les commotions cérébrales sont utilisées par les entraîneurs et les soignants spéciaux de Canada. Est-ce que cela est utilisé? Cela n'est pas utilisé? Ces ressources sont vraiment fantastiques. Donc, comme j'ai mentionné, nous avons utilisé un questionnaire en ligne. Nous avons regardé les informations sur l'âge, le sexe, etc. Nous avons demandé des questions sur les connaissances. Nous avons tenté de voir comment les gens pourraient répondre suite à une commotion cérébrale. Et lorsque nous regardons les ressources qui existent. Donc, pour vous donner un peu le résultat de nos recherches, en fait, oui, c'est un travail préliminaire, comme je disais auparavant. Il y a beaucoup de choses qui vont venir, mais jusqu'à présent, nous avons eu 134 réponses, particulièrement des entraîneurs au sein des communautés, et nous avons des bons chiffres d'un peu partout au pays. Et quelque chose de très intéressant que je voulais partager, c'est cette idée. Combien de participants ont reçu des formations suite à les commotions cérébrales? Donc, il est important d'étaler cela quand nous allons vouloir avoir une réponse claire. Donc, voilà ici les résultats sur les informations sur les commotions cérébrales. Et ici, on voulait voir quelles sont les ressources qui sont utilisées. Suite aux résultats de nos recherches, nous avons vu que, particulièrement des entraîneurs et les autres intervenants, utilisent toutes sortes de ressources en ligne, mais ils ne les utilisent pas assez. On voulait les identifier. Les soignants ici ne les utilisaient pas assez, alors on voudrait voir comment on pourrait les utiliser. Et quelques principales conclusions ici. Donc, les intentions sont très positives de la part des participants. La sécurité de l'athlète est une priorité. La plupart des entraîneurs présents croient qu'il est important d'avoir des connaissances sur les commotions cérébrales, 93 %, mais seulement 59 % pensent avoir les connaissances nécessaires pour reconnaître les symptômes d'une commotion cérébrale. L'idée ici, lorsqu'on parle par exemple des symptômes émotionnels, mécanismes de blessure, des protocoles relatifs aux commotions cérébrales, sont des domaines améliorés qui peuvent être ciblés par des initiatives. Bien entendu, on peut accentuer l'éducation en allant vers l'avant, au sein des communautés. 89 % des entraîneurs se sentent responsables du diagnostic des symptômes, d'identification, et 80 % pensent qu'ils avaient également un rôle dans la gestion du retour des athlètes. Donc, les entraîneurs se voient comme étant partie de cela.
Nous devons être capables de soutenir les entraîneurs pour être capables d'aller de l'avant. Donc, comme j'ai dit auparavant, la formation intérieure sur les commotions cérébrales n'était pas très répandue. 94 des participants ont déclaré être motivés pour en apprendre davantage sur les commotions cérébrales, même si 94 disent qu'ils sont très, très, très motivés à en apprendre beaucoup plus. Il y a un peu un fossé entre l'information disponible et la motivation. Donc, on peut faire des liens ici. Et comme j'ai dit, la plupart des participants n'ont pas accès aux ressources. On veut examiner cela. Nous voulons nous assurer que la bonne information soit divulguée. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Nous voulons vraiment voir les prochaines étapes pour être capable de comprendre les commotions cérébrales. Il faut être capable aussi de voir le rôle des entraîneurs. Nous voulons bâtir l'initiative. Et il y a aussi cette idée d'accroître la sensibilisation, l'accessibilité. Il faut trouver de nouvelles façons de le faire. Donc, cela m'amène à mon prochain projet. Nous sommes très heureux à propos de cela. C'est vraiment ici une occasion pour créer un outil avec les Jeux olympiques spéciaux du Canada que l'on pourra partager avec les athlètes et les soignants. Ce que nous faisons ici, en fait, nos objectifs, c'est d'organiser des groupes de discussion avec des entraîneurs et des athlètes d'OSC afin de contribuer à l'élaboration d'une trousse d'outils sur les commotions cérébrales. Ainsi, on pourrait l'utiliser d'une bonne façon et créer et travailler d'une façon qui soit bonne pour les athlètes. Donc, on a débuté notre groupe cible. Nous avons travaillé avec des entraîneurs et des soignants. Nous avons posé des questions sur leurs connaissances sur les commotions cérébrales, les expériences vécues, les commotions cérébrales, le partage d'informations avec les athlètes, l'environnement d'apprentissage aux Olympiques spéciaux. Lorsqu'on pense ici à l'environnement d'apprentissage, quel est l'environnement? Quelles sont les pratiques qui sont en place? Comment pouvons-nous partager nos connaissances? Ensuite, qu'en est-il des trouvailles? Bon, par exemple, un des coachs qui est dans... Nous voulons vraiment mettre l'emphase sur cette idée de partager de l'information avec les athlètes et peut-être prendre une approche un peu différente. Peut-être qu'on parle ici d'un webinaire. Nous voulons aussi avoir beaucoup de mots, beaucoup de démonstrations, beaucoup de réactions de la part des athlètes eux-mêmes en demandant, comme vous le savez, et en s'assurant qu'ils comprennent ce que nous leur disons. Donc, il y a encore plus de choses qui vont venir. Nous sommes très, très, très enthousiastes par rapport aux recherches. Mais si vous voulez en savoir plus, alors n'hésitez pas à me rejoindre. C'est vraiment bon pour cette communauté. Et aussi, je voudrais féliciter la collaboration de toute la communauté lorsque nous parlons de commotion cérébrale. Voilà ici quelques ressources à partager. Nous voulons avoir beaucoup d'informations. Nous voulons travailler avec les communautés. Donc, partagez. Voilà ici des ressources sur le web, des vidéos sur YouTube. Je sais ici, par exemple, qu'il y a le PDF fait par le gouvernement de l'Ontario. Donc, il y a toutes sortes de plateformes pour être capable d'en apprendre beaucoup plus. Alors, n'hésitez pas à aller les consulter et les partager. Donc, voilà ici pour ma première présentation. J'ai été très, très rapide. Je suis au courant, mais maintenant, je laisse la parole au Dr. Sonic. Il va nous parler de santé mentale. Merci, Nick. Je suis très heureux de travailler avec vous sur ce projet. Maintenant, je veux vous parler de l'importance des commotions cérébrales sur la santé mentale. Donc, lorsque les enfants ont des symptômes certains symptômes peuvent être physiques, d'autres ont des problèmes de concentration, d'autres ont des problèmes de sommeil. Mais l'un des problèmes que l'on voit, ce sont les changements émotionnels. Voilà quelque chose qui est beaucoup plus un problème dans les symptômes qui sont persistants. Pourquoi est-ce que ce serait le cas? Parfois, on voit des enfants, les enfants commencent à s'ennuyer des choses qu'ils aimaient, mais ils ne peuvent pas le faire à cause de leurs symptômes. Donc, à cause de ça, ils ont des problèmes à l'école, plus de stress. Ils ont peur et cela peut amener beaucoup plus d'anxiété, de dépression et peut-être même revivre l'événement. Et certains enfants entrent dans une espèce de stade chronique où ils commencent à avoir des symptômes chroniques. Et cela amène un plus haut risque de suicide. Et pourquoi est-ce que c'est important? Nous croyons que certains enfants qui
se retrouvent par exemple à l'urgence. On pourrait leur dire, OK, vous avez besoin de vous reposer, vous devez prendre soin de vous, mais cela ne va pas vous convaincre. Et cela pourrait être une explication pourquoi la santé mentale, pourquoi les jeunes évitent d'aller chercher de la santé mentale, parce qu'on va leur dire des choses qui, eux autres, ne voient pas comme importantes. Donc, il est important ici de voir les études. Quelle est la définition du bien-être en passant? Le bien-être est un état de bien-être physique, mental et social complet, non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, l'OMF définit cela, le bien-être, comme cela. Ce n'est pas quelque chose d'hétérogène. Donc, on parle ici le bien-être peut être l'absence de déficience, la force de caractère, la situation de vie, les facteurs proactifs, la qualité de vie, les traits, la bonne santé, être au-dessus de la moyenne, les résultats optimaux. Et lorsqu'on regarde, par exemple, le bien-être et les conditions cérébrales, il y a ici sur les études de 3000 participants, nous avons regardé non seulement l'absence de symptômes, mais comment on revient à la normale. Comment peut-on prédire cela? Comment peut-on vivre sans les symptômes? Il y a des tendances où les enfants qui sont plus âgés et que les filles n'allaient pas aussi bien que les garçons. Mais ce que nous avons trouvé aussi, une chose qui est rassurante, particulièrement pour cet auditoire, c'est que les blessures de sport, ça pourrait aussi rentrer dans les problèmes de syndrome post-traumatique. Nous avons aussi vu l'importance, ceux qui ont des problèmes de développementaux, qui ont des problèmes de sommeil, de comportement, et ceux qui ne se sentent pas toujours bien. Et aussi, ce sont les patients qui ont de la difficulté à se concentrer, qui n'ont pas une très bonne mémoire. Et cela pourrait aussi influencer leur note à l'école. Donc, lorsque nous regardons la prochaine diapo, l'un des facteurs que nous regardons ici les symptômes post-commotionnels persistants avec la qualité de vie des enfants. Voilà pourquoi c'est très important d'intervenir très tôt. Voilà ici la différence de la qualité de vie suite à une commotion cérébrale. Et comme vous pouvez voir, la ligne horizontale bleue est plus élevée que la ligne orange. Les gens qui ont les carrés sont ceux qui ont eu une commotion cérébrale et après un mois, ils disent qu'ils n'avaient plus de symptômes. Mais en jaune, plutôt en orange, avec les triangles, c'est ceux qui avaient encore les symptômes après un mois. Donc, vous pouvez voir que la qualité de vie, le côté émotionnel, social, scolaire est plus bas. Et voilà les cas chez ceux qui ont encore des problèmes chroniques pendant encore des mois. Pourquoi c'est important? Lorsque nous utilisons des données en Ontario, nous avons comparé 150 000 jeunes qui ont eu des commotions cérébrales avec un aspect de 1 sur 2 et 285 000 d'entre eux ont une blessure orthopédique. Et ce que nous avons trouvé, c'est que ces enfants, lorsque vous les comparez l'un avec l'autre, ceux qui ont eu des commotions cérébrales, dans les prochaines années, ont eu plus de chances d'avoir des problèmes de santé mentale. Presque 50 d'entre eux ont eu des problèmes d'automutilisation, d'autres ont eu des problèmes d'hospitalisation psychiatrique et il y a aussi d'autres qui se sont suicidés. Et cela est 50 plus élevé que ceux qui n'ont pas eu de commotion cérébrale. Donc, que devons-nous faire? La bonne nouvelle, c'est que nous devons toujours continuer à mettre l'emphase sur la santé mentale et le lien avec les commotions cérébrales. Nous l'avons fait depuis un bon bout d'années. Donc, quels sont les sommaires? Il est important, qu'est-ce que les preuves disent? C'est qu'il est important d'évaluer s'il existe une association entre les symptômes de commotion cérébrale et les restrictions d'activité qui peuvent être liées à la santé mentale chez l'enfant ou l'adolescent.
de traiter ou de gérer le trouble de santé mentale lui-même et empêcher qu'il ne devienne un problème à long terme. D'encourager l'enfant ou l'adolescent de rester en contact et à s'engager avec ses pairs, par ses amis, ses coéquipiers, ainsi que ses co-coéquipiers. Donc, il est important que les enfants se sentent engagés. Si on va voir, par exemple, la prochaine diapo, je ne m'attends pas à ce que chacun d'entre vous puisse le comprendre, mais voilà ici des choses qui sont dans nos guides, qui peuvent vous aider à déterminer quelle sorte de soins a-t-on besoin. Voilà ici, on pourrait vraiment en parler sur tous nos guides. On n'a pas beaucoup, bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de vous en parler un peu plus. On va parler un peu plus des lignes directrices évolutives pour le traitement des commotions cérébrales en pédiatrie. Fantastique. Merci beaucoup, Roger. Oui, nous parlons très rapide. Donc, nous voulons ici vous parler de notre équipe. Roger et moi, nous sommes à la tête de cette équipe. Nous travaillons avec Jennifer Downson, Andriane Ledoux et Christine Providenza. J'aimerais vraiment les remercier. Donc, vous pouvez aller balayer ici le code QR, aller en ligne, partager cela avec tout le monde qui est autour de vous. Il y a beaucoup de ressources pour chacun d'entre nous. Il y a des ressources pour les entraîneurs, les parents, les athlètes, beaucoup de ressources. Donc, la nécessité des lignes directrices de pratique pour la gestion des commotions cérébrales pédiatriques, c'est que les jeunes ont besoin de soins après une commotion cérébrale. Ces soins doivent être fondés sur des données probantes. La Fondation de l'Ontario sur les troubles neurologiques ont publié des annonces et dans la littérature, ils ont publié les grandes lignes directrices sur le diagnostic et la gestion des commotions cérébrales des enfants depuis 2014 et le contenu d'augmentation rapide de la nouvelle littérature et des données probantes ont évolué et changé pour un bon nombre. Donc, nous avons changé cela en ligne directrice évolutive pour le traitement des commotions cérébrales et on parle vraiment de quelque chose qui évolue. Et ça évolue parce que nous faisons constamment des mises à jour et nous changeons nos recommandations. Et il y a des recommandations à faire, il y a des algorithmes. Nous avons une dissémination, nous avons aussi des présentations comme celle-ci et nous voulons vraiment diffuser. Nous voulons aussi nous assurer que vous ayez accès à tout cela. Pour vous dire un peu comment cela fonctionne, nous avons ici une équipe d'experts partout en Amérique du Nord. Nous travaillons avec 42 experts. Nous faisons une révision de la littérature chaque mois. Nous faisons de nouvelles recherches. Nous faisons des recommandations. Nous en parlons avec nos experts. On veut et nous voulons continuer à faire améliorer les recommandations et nous faisons des recommandations lorsque nous avons un consensus et nous pouvons ainsi mieux gérer comment nous gérons les commotions cérébrales. Voilà ici, dans cette diapo, avec qui nous travaillons. Bien entendu, sans tous ceux que vous voyez à l'écran, on ne pourrait faire notre travail. Donc, c'est vraiment important pour toutes les contributions. Donc, juste pour vous dire un peu, que trouve-t-on dans ce guide? Nous avons 14 domaines et 60 recommandations qui sont organisées en 3 sections. Nous avons des algorithmes, des outils que vous pouvez utiliser, des outils pour favoriser le diagnostic et la gestion des commotions cérébrales. C'est vraiment un endroit où on peut avoir beaucoup d'informations. Et comme j'ai mentionné, même si beaucoup de matériel est fait par des professionnels de la santé, nous avons aussi des ressources pour les entraîneurs, les membres de famille, les parents, et nous voulons nous assurer que nous puissions tous prévenir les problèmes liés aux commotions cérébrales. Donc, si vous allez sur notre site Web, vous pouvez sélectionner un domaine qui vous intéresse. On parle ici, par exemple, des commotions cérébrales. Ensuite, vous avez le premier domaine. Vous pouvez sélectionner les recommandations. Cela vous montre un peu comment faire et comment trouver des ressources. Vous pouvez l'étendre. Vous pouvez voir les recommandations. Vous pouvez aussi trouver tous les outils pour être capable de soutenir toutes les recommandations. Il y a aussi des arbres décisionnels. Il y a des pamphlets. Maintenant, je vais aller sur pause. Je vais passer la parole et il va vous parler des principales mises à jour récentes. Donc, on va voir le premier ici. La première, c'est le moment de l'orientation vers une prise en charge interdisciplinaire.
Donc, tous ceux qui sont pris en charge dès le départ se comportent beaucoup mieux que ceux qui sont pris en charge beaucoup plus tard. Donc, il est vraiment important de prendre les cas en charge le plus tôt possible. Cela peut avoir un très grand impact. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'en parler. C'est d'en parler sur... il est important de superviser l'activité aérobique. Bon, il est très important aussi de prendre en soin tous ceux qui sont déjà très actifs, parce que ceux qui sont très actifs veulent retourner à le sport. Il est important de faire le suivi. Il est important de le motiver. Et cela est vraiment recommandé. Et c'est recommandé par 100% des experts ont voté en faveur des révisions. Ensuite, une absence complète de l'environnement scolaire pendant plus d'une semaine n'est généralement pas recommandée. J'étais très heureux de voir lorsque notre document avait été publié. Cela montre que parfois, certains retournent à l'école, même après 2 jours. Donc, cela est vraiment important, ça fait vraiment partie de notre guide. Et enfin, avec la COVID, je sais qu'il a été parfois très difficile d'avoir accès à une consultation en personne, mais maintenant, nous avons des consultations faites par télémédecine et nous l'avons développé pour nous assurer, pour aider tous ceux qui ont des problèmes d'accès, surtout par exemple dans les communautés beaucoup plus éloignées. Donc, une fois de plus, voilà ici un aperçu. Allez voir notre site web, pitconcussion.com, et ensuite, parlez-en à vos amis. Allez sur Twitter, partagez les ressources communautaires avec les parents, les enseignants, les entraîneurs. Nous avons aussi des informations auxquelles vous pouvez accéder. Mais maintenant, nous allons laisser la parole pour la période de questions. Donc, je vous remercie encore une fois pour l'occasion de nous avoir laissé vous parler. Et maintenant, vous pouvez balayer le code QR et vous pouvez aller directement sur le site web. C'est vraiment super. J'espère que tout le monde ici revoit les ressources. Nous avons ici des questions. Quelques questions pour les nombre d'entre vous, parfois individuellement. Premièrement, je vais commencer avec Roger. Premièrement, suite à votre recherche, avez-vous déjà vu quels sont les plus grands défis lorsqu'on tente de revenir à la normale? Ouais, c'est une très bonne question. Je ne sais pas qui l'a posé la question, mais j'aimerais vous dire que l'une des choses qui vraiment aide beaucoup, c'est le pouvoir de la pensée positive. Lorsque je regarde, par exemple, les résultats, je ne dis pas à une personne, vous allez mal faire, bien faire. Je dis toujours, nous allons faire notre mieux pour que vous puissiez être optimal le plus tôt possible. Donc, que pouvons-nous faire? Juste dans le cadrage, juste dans la façon dont on parle. Premièrement, et ensuite, assurez-vous de parler aux jeunes seuls. Parfois, on ne veut pas toujours partager quoi que ce soit avec tous nos parents. Et il y a des jeunes qui ont des pensées qui sont très, très dures. Et troisièmement, dites que c'est normal, qu'il n'y ait pas de stigmate. Parlez des thérapies. Dites-leur que c'est vraiment une combinaison entre un psychologue et un physicien. Il y a déjà... et ensuite, vous allez les aider à en arriver au meilleur résultat. Merci beaucoup. Donc, lorsqu'on regarde ici les équipes multidisciplinaires, il y a donc, il faut vraiment être bien équipé. Donc, voilà, c'est incroyable. Nick, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter à cela. Je crois qu'il était vraiment important de se pencher sur cette idée de qu'est-ce que nos athlètes peuvent faire versus qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, il faut vraiment se centrer sur le positif de ce quotidien. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Comment vous ressentez en train de faire des améliorations au lieu de se centrer sur qu'est-ce qu'ils ne font pas? Peut-être qu'ils ne sont pas prêts pour la concurrence, peut-être qu'ils ont des défis à l'école. Et aussi de vraiment essayer de pas uniquement se pencher sur les symptômes. Alors, au lieu de demander comment ça va ton mot de tête, ta tête, alors ça, c'est des questions qu'ils entendent plusieurs reprises, qu'ils entendent de leur médecin, de leur coach ou de leurs amis. Alors, peut-être vous simplement leur demander comment allez-vous, comment ça va dans votre journée.
Alors, c'est super, Nick. Alors, la prochaine question est pour vous. Alors, on va le garder ici. Alors, il semble que les soignants ont des bonnes intentions en matière des commissions. En vue de ces nouvelles ressources, comment vous assurez que ces ressources sont utilisées et adoptées à travers tous les paliers des Olympiques spéciaux? Alors, vraiment se centrer sur le positif. Les gens veulent être dans cet espace. Ils veulent participer. Ils sont complètement motivés de faire une différence pour leurs athlètes. Alors, on va tirer profit de cela. Alors, je crois que c'est aussi si on va créer des ressources, si on va créer du contenu d'éducation, de formation, on va vraiment l'adapter à notre auditeur. Et alors, le projet que j'ai mentionné plus tôt, alors, c'est tout le poids d'outils pour les entraîneurs. Alors, l'espoir ici, c'est pas pouvoir de vraiment déterminer le contenu. On sait qu'est-ce qu'on veut partager, mais la manière dont on va le partager et comment on va partager le contenu pour que ça soit viable à livrer. Alors, ça va être quelque chose qu'ils oublient à faire. Alors, quelque chose qui est facile à faire. Alors, ça, c'est vraiment la recette secrète, mais on peut seulement si on est capable de faire un remue-ménage ensemble et vraiment déterminer les prochaines étapes. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour vous deux. Alors, il y a quelqu'un dans notre public qui essaie d'aider les lignes directrices pour les athlètes plus âgés et les adultes. Oui, alors peut-être je vais commencer. Par la suite, je vais vous permettre de rebondir. Alors, il y a un excellent équivalent pour ceux qui ont plus de 18 ans. Alors, il y a une procédure très semblable. C'est un document vivant et les gens peuvent avoir accédé à ce document. Roger, est-ce que vous l'ajoutez? Alors, c'est Sean Marshall de l'Université d'Ottawa. Son équipe est en train de mener ce groupe et il y a des belles ressources qui existent. Alors, c'est pas seulement en matière de commotion cérébrale, c'est aussi toutes les traumatismes cérébrales moins sévères. Alors, c'est une ressource qui est disponible pour les adultes. Alors, tel que mentionné par Nick, lorsqu'on met notre seul document vivant, eux, ça va être converti aussi. Alors, on espère que ce va vraiment la dernière ressource pour les adultes. Et pour avoir accès à ces lignes directrices, vous pouvez visiter le site web, c'est gratuit. Alors, vous pouvez le partager avec vos amis pour notre ligne pédiatrique et vraiment de partager le travail. Alors, super. Alors, on va voir ces documents suite à cette rencontre. Une autre question, c'est pour Roger. Est-ce que les enfants, les jeunes sont en plus à risque des risques plus élevés de santé mentale après commotion cérébrale? Comment pouvons-nous mieux surveiller le développement de ces défis? Alors, je pense que vous avez répondu à la première partie de cette question, mais justement, comment mieux surveiller le développement de ces défis? Alors, c'est la raison pour laquelle on doit faire un suivi. Ça se peut que les gens n'ont pas besoin d'une clinique spécialisée. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir une équipe en place. Alors, les soignants, les entraîneurs, s'ils remarquent quelque chose qui cloche, alors assurer qu'ils font un suivi avec le médecin. Et lorsque je vois justement les patients dans les cliniques, alors des outils normalisés, que je leur demande aux enfants, des outils pour leur demander des questions qui portent sur l'anxiété, leurs inquiétudes, leur dépression, puis c'est une bonne manière de faire un suivi de leur rétablissement. Et toutes ces notes de commotion est une bonne manière de les utiliser. Alors, la sensibilisation, c'est clé. Alors, c'est vraiment de signaler les préoccupations pour que si vous en avez. Merci. Alors, une dernière question de la part de la Dr. Taylor. À quel moment un enfant devrait être référé à un psychiatre? Alors, c'est une excellente question. Alors, si l'enfant n'est pas en train de s'améliorer avec cette première, deuxième ou troisième ligne de conseils ou de soutien médicaments traditionnels. La plupart des pédiatres vont commencer ou donner une ordonnance des médicaments disponibles pour les enfants, mais sans rentrer dans trop de détails. Alors, le SSAR ou SNR, c'est quelque chose plus traditionnel de fonctionnement. Avant de passer à 2 médicaments, 3 médicaments, ce serait très valable d'avoir un psychiatre disponible pour faire une gestion de le patient. C'était tellement de renseignements dans une courte période de temps. Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. On apprécie vos réponses et d'avoir partagé toutes les ressources. Alors, merci beaucoup à nouveau. Merci beaucoup.